Sur une vaste étendue d'herbe verte, au cœur même de la ville de Québec, des familles se promènent, des enfants courent, des touristes prennent des photos avec le fleuve Saint-Laurent en arrière-plan. C'est un parc magnifique, paisible, presque banal dans sa tranquillité. Et pourtant, sous chaque centimètre de cette pelouse soigneusement entretenue, il y a une histoire qui devrait nous empêcher de dormir. Une histoire de sang versé, de trahison calculée, de destin brisé en quelques minutes. Et d'un empire entier qui s'est effondré un matin de septembre. Les plaines d'Abraham. Ce nom résonne dans la mémoire collective comme un écho lointain, quelque chose qu'on a appris à l'école sans vraiment s'y attarder. On sait vaguement qu'une bataille s'y est déroulée. On sait que les Anglais ont gagné. On sait que la Nouvelle-France a cessé d'exister. Mais ce qu'on sait rarement, c'est tout ce qui s'est passé avant. Et pendant et après, ces quelques minutes qui ont changé le visage d'un continent entier. Comment un territoire immense, qui s'étendait du golfe du Saint-Laurent jusqu'au Grand Lac et descendait le long du Mississippi jusqu'à la Louisiane, a-t-il pu s'effondrer aussi vite ? Pourquoi les défenses de Québec, considérées comme pratiquement imprenables, ont-elles été percées avec une facilité déconcertante ? Et surtout, qui sont les véritables responsables de cette chute ? Les généraux sur le terrain, les ministres à Versailles, ou un système tout entier qui avait déjà abandonné la Nouvelle-France bien avant que le premier coup de canon ne retentisse. Dans les prochaines minutes, nous allons remonter le fil de cette histoire. Pas celle des manuels scolaires simplifiés, pas celle des plaques commémoratives qui résument tout en 3 lignes, non. Nous allons plonger dans les détails, dans les contradictions, dans les zones d'ombre. Nous allons marcher sur ces plaines comme si nous y étions. Sentir la brume du matin, entendre le bruit des bottes sur l'herbe mouillée, comprendre ce que ces hommes ont vécu et pourquoi leur sacrifice a été, d'une certaine manière, programmé longtemps à l'avance. Si ce genre de récit vous intéresse, si vous aimez comprendre l'histoire au-delà des apparences, abonnez-vous. On commence. Mais pour bien comprendre ce qui s'est passé sur les plaines d'Abraham le 13 septembre 1759, il faut d'abord comprendre ce qu'était la Nouvelle-France. Et pour ça, il faut remonter bien plus loin. Il faut revenir à une époque où l'Amérique du Nord n'était pas encore un enjeu géopolitique majeur, mais plutôt une terre lointaine, froide, mystérieuse, que les puissances européennes regardaient avec un mélange de curiosité et de dédain. Officiellement, la Nouvelle-France est présentée comme l'une des grandes aventures coloniales françaises. Les guides touristiques de Québec parlent de Samuel de Champlain, le fondateur de la ville en 1608, comme d'un visionnaire. Ils évoquent les coureurs des bois, les missionnaires jésuites, les alliances avec les nations autochtones, le commerce des fourrures. Tout cela est vrai. C'est documenté, c'est réel, c'est fascinant. La Nouvelle-France était un territoire gigantesque. À son apogée, il couvrait une superficie qui dépassait celle de l'Europe occidentale. Du Labrador à la Louisiane, des Grands Lacs aux Rocheuses, les Français avaient rétabli un réseau de postes de traite, de forts, de missions et de petites communautés qui quadrillaient le continent. C'était un empire sur le papier. Un empire impressionnant vu de Versailles. Mais voilà. Et c'est là que les choses deviennent plus complexes. Cet empire immense reposait sur des fondations extrêmement fragiles. Car contrairement aux colonies anglaises, qui se développèrent le long de la côte atlantique avec une population en croissance constante, des villes florissantes, une économie diversifiée et une relative autonomie, la Nouvelle-France souffrait d'un problème fondamental. Un problème que personne à la cour de France ne semblait vouloir prendre au sérieux. La population. En 1759, au moment de la bataille des plaines d'Abraham, et la Nouvelle-France comptait environ 70 000 habitants d'origine européenne. 70 000, pour un territoire de plusieurs millions de kilomètres carrés. En comparaison, les 13 colonies britanniques en comptaient plus d'1,5 million. Le rapport était d'environ 1 contre 20. 1 contre 20. Et ce déséquilibre démographique n'était pas un accident. C'était le résultat direct de choix politiques faits à Paris. La France de Louis XIV, puis de Louis XV, n'a jamais vraiment encouragé l'émigration massive vers le Canada. Les raisons étaient multiples. D'abord, la France était le pays le plus peuplé d'Europe. Elle avait besoin de bras pour ses propres champs, ses propres manufactures, ses propres armées.
envoyer des milliers de paysans de l'autre côté de l'Atlantique ne faisait pas partie des priorités. Ensuite, le Canada avait une réputation de froid extrême, de terre difficile, de danger permanent. Les hivers canadiens terrifièrent les Européens. Les récits qui revenaient de Nouvelle-France parlèrent de neige pendant 6 mois, de rivières gelées, de famines, d'attaques iroquoises. Pas exactement le genre de destination qui attire les colons volontaires. Il y a eu des tentatives, bien sûr. On connaît l'épisode des Filles du Roi. Ces jeunes femmes envoyées entre 1663 et 1673 pour peupler la colonie. Environ 800 femmes, principalement issues de milieux modestes, qui ont traversé l'océan pour se marier et fonder des familles. C'était une initiative remarquable pour l'époque, mais elle est restée insuffisante. La colonie grandissait, mais lentement, trop lentement, et pendant ce temps, de l'autre côté de la frontière invisible qui séparait les empires français et britanniques, les colonies anglaises explosaient. Boston, New York, Philadelphie devenaient des villes prospères. Des navires arrivaient chaque semaine avec de nouveaux colons. Des fermes s'étendèrent vers l'ouest. Une économie dynamique se mettait en place. Les colonies britanniques n'avaient pas besoin de la métropole pour survivre. Elles se suffisaient de plus en plus à elles-mêmes. La Nouvelle-France, elle, dépendait de tout. De la métropole pour les soldats, de la métropole pour les approvisionnements, de la métropole pour l'argent. Et la métropole, il faut bien le dire, avait d'autres préoccupations. Mais il y a un aspect de cette histoire qu'on oublie souvent de mentionner. Un aspect qui est pourtant essentiel pour comprendre la suite. La Nouvelle-France ne reposait pas uniquement sur les colons français. Elle reposait en grande partie sur ses alliances avec les nations autochtones. Les Hurons-Wendat, les Algonquins, les Abénakis, les Outaouais et bien d'autres peuples avaient établi des relations commerciales et militaires avec les Français depuis des générations. Ces alliances n'étaient pas de simples arrangements de convenance. Elles étaient le ciment même de l'Empire français en Amérique. Sans les nations autochtones, les Français n'auraient jamais pu contrôler un territoire aussi vaste avec aussi peu d'hommes. Les coureurs des bois, qui remontaient les rivières jusqu'aux grands lacs, dépendaient des autochtones pour naviguer, pour chasser, pour survivre dans un environnement qu'ils ne maîtrisaient pas entièrement. Les fourrures qui constituaient la principale richesse exportée par la colonie étaient en grande majorité obtenues grâce au commerce avec les nations autochtones. Et en temps de guerre, les guerriers autochtones représentaient une force militaire considérable, capable de mener des raids dévastateurs contre les établissements anglais. Tout cela fonctionnait d'une certaine manière. C'était un équilibre précaire, mais c'était un équilibre. Et pendant plus d'un siècle, cet équilibre a tenu. La Nouvelle-France a survécu, parfois même prospéré, malgré ses faiblesses structurelles. Québec est devenue une petite capitale coloniale, avec ses églises, ses couvents, ses marchands, sa haute ville et sa basse ville. Montréal s'est développé comme un centre de commerce des fourrures. Trois-Rivières, Louisbourg, Détroit, des noms qui témoignent encore aujourd'hui de cette présence française qui s'étendait sur tout le continent. Mais tout grand projet a ses limites. Et celle de la Nouvelle-France était inscrite dans sa structure même. Comme des fissures dans les fondations d'un bâtiment magnifique. Il y avait le problème de la corruption, d'abord. Et là, il faut être prudent dans la façon dont on en parle, parce que les sources sont parfois contradictoires, et les accusations ont souvent été portées après la chute, quand il fallait trouver des coupables. Mais plusieurs documents de l'époque, et notamment les correspondances entre les administrateurs coloniaux et Versailles, suggèrent que le système de gestion de la Nouvelle-France souffrait de dysfonctionnements importants. François Bigot, l'intendant de la Nouvelle-France dans les dernières années du régime français, est devenu le symbole de cette corruption présumée. Selon les accusations portées contre lui lors de l'affaire du Canada, après la conquête, il aurait détourné des fonds publics, manipulé les prix des denrées, a profité de sa position pour s'enrichir personnellement, tandis que la colonie manquait de tout. Son procès, qui s'est tenu à Paris en 1763, a abouti à sa condamnation. Mais certains historiens nuancent ce portrait. Bigot était-il vraiment le grand responsable? Ou était-il le bouc émissaire idéal d'un système qui avait failli dans son ensemble? Ce qui est documenté, en revanche, c'est que les approvisionnements envoyés de France arrivaient souvent en retard, et en quantité insuffisante, ou pas du tout.
Les soldats manquaient de nourriture. Les colons manquaient d'outils. Les fortifications manquaient d'entretien. Et pendant ce temps, la guerre de 7 ans faisait rage en Europe, mobilisant l'essentiel des ressources militaires et financières de la France. C'est peut-être là le cœur du problème. La guerre de 7 ans, ce conflit global qui a embrasé l'Europe, l'Amérique, l'Afrique et l'Asie entre 1756 et 1763, a mis la Nouvelle-France dans une position impossible. Pour la France de Louis XV, le véritable enjeu n'était pas le Canada. C'était les Flandres, le Hanovre, la Silésie. C'était la rivalité avec la Prusse de Frédéric le Grand. C'était le jeu des alliances européennes. Le Canada, avec ses fourrures de castor et ses arpents de neige, comme Voltaire l'aurait dit avec un certain mépris, qu'il ne pesait pas lourd dans la balance. Et c'est ainsi que la Nouvelle-France s'est retrouvée seule. Pas complètement, bien sûr. Des renforts ont été envoyés. Le marquis de Montcalm est arrivé en 1756 avec des troupes régulières françaises. Mais ces renforts étaient dérisoires comparés à ce que les Britanniques déployaient. L'Angleterre, elle, avait compris que l'Amérique du Nord était l'enjeu majeur. William Pitt, le premier ministre britannique, avait fait de la conquête du Canada une priorité nationale. Des milliers de soldats, des dizaines de navires de guerre, des ressources considérables ont été envoyées de l'autre côté de l'Atlantique. Le contraste est saisissant. D'un côté, une colonie sous-peuplée, sous-approvisionnée, dirigée par des hommes qui se disputaient entre eux. De l'autre, une machine de guerre impériale déterminée à en finir. Et au milieu de tout ça, les gens ordinaires. Les habitants de Québec, comme les fermiers de la côte de Beaupré, les pêcheurs de l'île d'Orléans, les familles qui n'avaient rien demandé et qui allaient se retrouver prises dans un étau dont elles ne pouvaient pas s'échapper. Mais tout ça, c'est le contexte, c'est le décor, c'est ce qui explique pourquoi, quand les navires anglais sont apparus dans le fleuve Saint-Laurent au printemps de 1759, la Nouvelle-France était déjà fragilisée, déjà affaiblie, déjà en sursis. Ce qui s'est passé ensuite, sur ces plaines qui portent le nom d'un homme dont on sait finalement très peu de choses, un certain Abraham Martin, pilote du roi, qui possédait des terres à cet endroit au XVIIe siècle, ce qui s'est passé sur ces plaines va transformer à jamais le destin d'un continent. Et pour comprendre comment une bataille de 15 minutes a pu avoir des conséquences aussi colossales, il faut d'abord comprendre les hommes qui l'ont menée. 2 généraux, 2 visions, 2 destins tragiques qui se sont croisés un matin brumeux de septembre. D'un côté, Louis-Joseph de Montcalm, marquis de Saint-Véran, un militaire de carrière, un aristocrate du sud de la France, un homme qui avait fait ses preuves sur les champs de bataille européens et qui avait été envoyé au Canada presque à contre-cœur. Montcalm ne voulait pas de cette mission. Il l'a acceptée par devoir, par honneur, parce que c'est ce qu'on attendait d'un homme de son rang. Mais dès son arrivée, il a compris que la situation était bien plus grave que ce qu'on lui avait laissé entendre. De l'autre côté, James Wolfe, un jeune général britannique de 32 ans à peine, ambitieux, brillant, mais aussi tourmenté par la maladie et le doute. Wolfe souffrait de problèmes de santé chroniques. Certains historiens mentionnent des douleurs rénales, des infections, une constitution fragile. Il savait, selon plusieurs témoignages de ses proches, qu'il ne vivrait probablement pas vieux. Et peut-être est-ce cette conscience de sa propre mortalité qui l'a poussé à tenter l'impossible. Ces 2 hommes ne se connaissaient pas. Ils ne s'étaient jamais rencontrés. Et pourtant, leur destin était lié de la manière la plus intime qui soit. Tous les 2 allaient mourir sur les mêmes plaines, le même jour, à quelques heures d'intervalle. L'un dans la victoire, l'autre dans la défaite, mais tous les 2 dans la douleur. C'est leur histoire que nous allons raconter maintenant. Et à travers eux, l'histoire de tous ceux qui ont combattu, souffert et disparu sur ce plateau venteux qui surplombe le fleuve Saint-Laurent. Le siège de Québec a commencé bien avant la bataille elle-même. Pour être précis, il a commencé au mois de juin 1759, quand une flotte britannique d'une ampleur jamais vue dans ces eaux est apparue dans le fleuve Saint-Laurent. Il faut s'imaginer la scène. Essayez de vous la représenter. Vous êtes un habitant de Québec. Comme vous vivez dans la basse ville, près du port. C'est le début de l'été. La neige a fondu depuis quelques semaines. Le fleuve est large et lumineux. Et un matin,
quelqu'un crie depuis les remparts. Vous levez les yeux. Et là, à perte de vue, des voiles. Des dizaines de voiles. Puis des centaines. 168 navires, selon les estimations les plus fiables. Parmi eux, 49 navires de guerre armés de canons. Et à leur bord, environ 30 000 hommes, marins et soldats confondus, dont près de 9 000 soldats réguliers prêts au combat. Face à eux, Montcalm disposait d'environ 15 000 hommes au total. Mais ce chiffre est trompeur. Parmi ces 15 000, il y avait des soldats réguliers français, oui, mais aussi des miliciens canadiens, c'est-à-dire des fermiers, des artisans, des gens ordinaires qui avaient pris les armes par nécessité. Il y avait aussi des guerriers autochtones alliés. Chacun de ces groupes avait sa propre manière de combattre, sa propre discipline, ses propres attentes, et les tensions entre eux étaient réelles. Montcalm, formé à la guerre européenne, préférait les batailles rangées, les formations disciplinées, les tactiques classiques. Les miliciens canadiens et les guerriers autochtones, eux, excellaient dans la guérilla, les embuscades, les raids rapides. C'étaient des combattants redoutables dans les forêts et les rivières. Mais ils n'étaient pas entraînés à se tenir en ligne sous le feu de mousquets comme les régiments britanniques. Et puis, il y avait le problème du commandement. Montcalm était le commandant militaire, mais il n'était pas le seul à décider. Le gouverneur général de la Nouvelle-France, Pierre de Rigaud de Vaudreuil, né au Canada, avait sa propre vision de la défense. Vaudreuil connaissait le pays. Il connaissait le terrain, les rivières, les forêts. Il croyait en la guerre de harcèlement et en la capacité des Canadiens à user l'ennemi par des coups rapides et répétés. Montcalm, lui, pensait en termes européens. Il voulait concentrer ses forces, défendre Québec depuis ses positions fortifiées, attendre que l'hiver force les Britanniques à se retirer. Les deux hommes ne s'entendaient pas. C'est un euphémisme. Leur correspondance, conservée dans les archives, révèle une méfiance profonde, des accusations réciproques, une incapacité à travailler ensemble au moment le plus critique de l'histoire de la colonie. Vaudreuil accusait Montcalm de mépriser les Canadiens. Montcalm reprochait à Vaudreuil de ne pas comprendre les réalités militaires. Et pendant qu'ils se disputaient, les Britanniques resserraient leur étau. James Wolfe, de son côté, avait ses propres problèmes. Il était arrivé devant Québec avec la certitude de pouvoir prendre la ville rapidement. Mais Québec, vu de près, était un défi bien plus redoutable qu'il ne l'avait imaginé. La ville haute était perchée sur un promontoire rocheux qui dominait le fleuve. Les falaises étaient abruptes, presque verticales par endroits. La côte de Beauport, à l'est de la ville, était fortifiée par des retranchements que Montcalm avait fait construire avec soin. L'accès par le fleuve était défendu par des batteries de canons. Québec n'était pas imprenable, mais s'en approcher relevait du cauchemar logistique. Wolfe a d'abord tenté une approche directe. Le 31 juillet, il a lancé un assaut contre les positions françaises à Montmorency, juste à l'est des retranchements de Beauport. L'attaque a été un désastre. Les soldats britanniques, qui ont tenté de gravir les pentes sous le feu des défenseurs français et canadiens, ont été repoussés avec des pertes considérables. Près de 450 hommes tués ou blessés en quelques heures. Wolfe était humilié. Ses officiers commençaient à douter de lui. Certains murmuraient qu'il n'était pas à la hauteur de la mission. Et c'est là qu'une décision a été prise qui reste, encore aujourd'hui, l'un des aspects les plus sombres de cette campagne. Frustré par son incapacité à prendre Québec, Wolfe a ordonné ce que les historiens appellent la politique de la terre brûlée. Des détachements britanniques ont été envoyés le long des deux rives du fleuve avec pour mission de détruire les fermes, les villages, et les récoltes. Tout ce qui pouvait nourrir la population et la garnison de Québec devait être anéanti. Les documents britanniques eux-mêmes témoignent de l'ampleur de cette destruction. Des centaines de fermes ont été incendiées. Des villages entiers ont été rasés. La côte de Beaupré, l'île d'Orléans, la rive sud du fleuve, tout a brûlé. Les habitants qui n'avaient pas fui ont été déplacés, dépossédés, réduits à la misère. C'était une stratégie délibérée de destruction systématique, que conçue pour affaiblir la résistance en privant la population de ses moyens de subsistance. Il est important de replacer cela dans le contexte de l'époque. La guerre au XVIIIe siècle n'épargnait pas les civils.
Les armées vivaient sur le pays, c'est-à-dire qu'elles prenaient ce dont elles avaient besoin, là où elles le trouvaient. La destruction des récoltes ennemies était une tactique courante, acceptée par les conventions militaires de l'époque. Mais l'ampleur de ce qui s'est passé autour de Québec en 1759 dépasse ce qu'on observe habituellement dans les campagnes européennes de la même période. Certains historiens estiment que plus de 1400 fermes ont été détruites le long du fleuve. La population civile canadienne a payé un prix terrible. Pendant ce temps, à l'intérieur des murs de Québec, la situation se détériorait jour après jour. Les bombardements britanniques, qui commençaient dès le mois de juillet, avaient réduit une grande partie de la basse ville en ruine. Les bombes incendiaires tombaient jour et nuit. L'église Notre-Dame des Victoires, symbole de la résistance de Québec lors des sièges précédents, a été détruite. Les maisons de pierre se sont effondrées les unes après les autres. Les habitants qui étaient restés vivaient dans les caves, dans la peur constante. La nourriture commençait à manquer. Les rations des soldats avaient été réduites. Et le pain était rationné. La viande se faisait rare. Certains documents mentionnent que la population en était réduite à manger du cheval, ce qui, pour des Français du XVIIIe siècle, représentait un signe de détresse extrême. Et les secours de France n'arrivaient pas. Ils n'arriveraient jamais. Wolfe, de son côté, était de plus en plus désespéré. L'été avançait, septembre approchait, et avec septembre viendrait l'automne, puis l'hiver, et les glaces du fleuve qui forceraient la flotte britannique à se retirer ou à risquer d'être emprisonnée jusqu'au printemps. Si Québec ne tombait pas avant la fin de septembre, toute la campagne aurait été un échec. La carrière de Wolfe serait terminée, et les Français auraient gagné une année de répit. C'est dans ce contexte de pression extrême que Wolfe a pris la décision qui allait tout changer. Une décision audacieuse, risquée, presque folle. Certains historiens la qualifient de géniale. D'autres estiment qu'elle relevait davantage du désespoir que du génie. Mais quoi qu'il en soit, elle a fonctionné. Au lieu de continuer à attaquer les positions fortifiées de Beauport, Wolfe a décidé de contourner Québec par l'ouest. Il allait remonter le fleuve avec une partie de ses troupes, trouver un point d'accès le long des falaises en amont de la ville, grimper de nuit et se retrouver sur le plateau qui dominait Québec, sur les plaines d'Abraham. L'idée n'était pas entièrement nouvelle. Plusieurs de ses officiers, notamment le brigadier Townshend, avaient suggéré une manœuvre similaire. Mais la difficulté résidait dans l'exécution. Les falaises à l'ouest de Québec étaient hautes de 50 à 60 mètres par endroit. Les sentiers qui y menaient étaient étroits, escarpés et potentiellement défendus. Si les Français repéraient la manœuvre pendant l'ascension, les soldats britanniques seraient massacrés sans pouvoir se défendre, coincés entre la paroi rocheuse et le fleuve. Et pourtant, dans la nuit du 12 au 13 septembre 1759, c'est exactement ce qui s'est passé. Environ 4500 soldats britanniques se sont embarqués sur des bateaux plats, ont descendu silencieusement le fleuve dans l'obscurité et ont accosté au pied d'un sentier étroit connu sous le nom de l'Anse au Foulon. Aujourd'hui, on l'appelle Wolf's Cove en anglais. C'est un endroit tranquille, presque insignifiant. À l'époque, c'était la porte d'entrée vers la victoire ou le désastre. Comment cela a-t-il été possible ? Comment 4500 hommes ont-ils pu grimper une falaise en pleine nuit sans être détectés ? C'est l'une des questions les plus débattues de l'histoire militaire canadienne. Et les réponses ne sont pas simples. D'abord, il y a eu un concours de circonstances. Les Français attendaient un convoi de ravitaillement qui devait descendre le fleuve cette nuit-là. Quand les sentinelles françaises ont entendu des bateaux approcher dans l'obscurité, elles ont d'abord cru qu'il s'agissait du convoi attendu. Un échange en français entre un officier britannique parlant la langue et une sentinelle française aurait permis de dissiper les soupçons pendant quelques minutes cruciales. C'est du moins ce que rapportent plusieurs sources, bien que les détails exacts varient selon les récits. Ensuite, il y a la question de la défense de l'Anse au Foulon. Le poste qui gardait ce sentier était commandé par un certain Louis Dupont du Chambon de Vergor. Et c'est là que les choses deviennent particulièrement troublantes. Vergor avait une réputation discutable. Il avait déjà été impliqué dans la reddition controversée du fort Beauséjour en 1755,
où il avait capitulé face aux Britanniques dans des circonstances qui avaient soulevé des questions. Certains documents suggèrent qu'il entretenait des liens avec l'intendant Bigot et qu'il n'était pas le défenseur le plus vigilant qu'on aurait pu poster à un endroit aussi stratégique. La nuit de l'assaut, selon plusieurs témoignages, une partie de la garnison de Vergor avait été autorisée à retourner travailler dans les champs. Les soldats qui restaient dormaient. Quand les premiers soldats britanniques ont atteint le sommet de la falaise, ils n'ont rencontré qu'une résistance minimale. Vergor lui-même a été blessé et capturé dans son lit, selon certains récits. Est-ce que cela signifie qu'il y a eu trahison ? Le mot est fort, et les historiens sont divisés. Ce qui semble établi, c'est qu'il y a eu au minimum une négligence grave. Un point d'accès crucial n'a pas été correctement défendu. Et cette négligence a permis à toute une armée de se retrouver sur le plateau avant que quiconque à Québec ne comprenne ce qui se passait. Quand Montcalm a appris, au petit matin du 13 septembre, que les Britanniques étaient sur les plaines d'Abraham, sa réaction a été, selon les témoignages, un mélange de stupeur et d'incrédulité. Ce qu'il redoutait depuis des semaines venait de se produire. L'ennemi était là, à moins d'1 kilomètre des murs de Québec, déployé en ligne de combat, prêt à se battre. Et c'est à ce moment précis que Montcalm a pris la décision la plus controversée de toute cette histoire. Une décision qui, selon beaucoup d'historiens, a scellé le sort de la Nouvelle-France. Il a décidé d'attaquer immédiatement. Pourquoi ? Pourquoi ne pas attendre les renforts de Bougainville, qui se trouvaient en amont avec environ 3000 hommes ? Pourquoi ne pas se retrancher derrière les murs de Québec et laisser les Britanniques exposés sur un plateau sans abri, sans ligne de ravitaillement sécurisée, vulnérables au froid et à la faim qui viendrait inévitablement avec l'automne ? Les historiens ont proposé plusieurs explications. Certains pensent que Montcalm craignait que les Britanniques ne se fortifient sur le plateau et ne rendent leur position imprenable. D'autres estiment qu'il redoutait que la population de Québec, déjà affamée et démoralisée, ne supporte pas un siège prolongé et ne force une capitulation. D'autres encore suggèrent que Montcalm, épuisé, malade, découragé par des mois de tensions et de conflits avec Vaudreuil, a simplement voulu en finir. Quelle que soit la raison, il a donné l'ordre d'avancer. Il était environ 10 heures du matin. Les troupes françaises se sont déployées sur les plaines d'Abraham dans un certain désordre. Ce n'était pas une armée homogène qui s'avançait vers les lignes britanniques. C'était un assemblage hétéroclite de soldats réguliers, de miliciens canadiens et de quelques guerriers autochtones, chacun avec sa propre façon de combattre, chacun avec ses propres réflexes sous le feu. Les régiments réguliers français, ceux qui étaient venus d'Europe, connaissaient dans les formations en ligne. Ils savaient marcher en rang serré, tenir leurs mousquets, tirer sur ordre. Mais ils n'étaient pas au meilleur de leur forme. Des mois de siège, de rations réduites, de bombardements constants avaient usé leur morale et leur résistance physique. Beaucoup étaient des malades. Beaucoup n'avaient pas dormi correctement depuis des semaines. Les miliciens canadiens, eux, étaient d'excellents tireurs. Habitués à la chasse dans les forêts du Saint-Laurent, ils savaient non viser, se cacher, utiliser le terrain. Mais ils n'avaient pas la discipline des troupes régulières. Dans une bataille rangée en terrain ouvert, leur instinct les poussait à se coucher, à chercher un abri derrière un buisson ou un repli de terrain, à tirer individuellement plutôt qu'en salve coordonnée. Ce n'était pas de la lâcheté, c'était une autre manière de faire la guerre. Mais sur les plaines d'Abraham, ce matin-là, ce n'était pas la bonne manière. De l'autre côté, comme les soldats britanniques attendaient. Et c'est peut-être là l'image la plus saisissante de toute cette bataille. 4500 hommes en ligne rouge, immobiles, silencieux, attendant l'ennemi qui avançait vers eux. Wolfe avait donné des ordres très précis. Ne pas tirer, attendre, laisser les Français approcher, ne tirer que quand ils seraient assez proches pour que chaque balle compte. Les soldats britanniques étaient des professionnels. Beaucoup d'entre eux appartenaient à des régiments qui avaient combattu sur d'autres théâtres de guerre. Ils étaient entraînés à la discipline de feu. Cette technique redoutable qui consistait à tirer en salve coordonnée, tous en même temps, créant un mur de plomb et de fumée qui pouvait décimer des rangs entiers en quelques secondes. C'était la spécialité de l'armée britannique du XVIIIe siècle. Et ce matin-là,
elle allait faire ses preuves de la manière la plus dévastatrice qui soit. Oh, les Français ont avancé. Certains témoignages parlent de cris, de tambours, d'une charge désordonnée. Montcalm était à cheval, essayant de maintenir la cohésion de ses troupes. Mais les lignes françaises se sont disloquées pendant l'avancée. Les miliciens se couchaient pour tirer, laissant des trous dans la formation. Les réguliers continuaient d'avancer, mais pas tous au même rythme. Alors, ce qui devait être une charge coordonnée est devenu une masse confuse d'hommes qui avancèrent de manière inégale vers un ennemi parfaitement aligné. Les Britanniques ont attendu. Certaines sources disent qu'ils ont laissé les Français approcher à moins de 40 mètres. D'autres parlent de 35 mètres, voire de 30. Quand on y pense, c'est une distance incroyablement courte. À 30 mètres, on voit le visage de l'homme qui vient vers vous. On voit ses yeux. On entend sa respiration. Et puis l'ordre a été donné. Et les lignes britanniques ont tiré. La première salve a été dévastatrice. Des centaines de mousquets ont parlé en même temps, créant un mur de fumée et de métal qui a fauché les premiers rangs français comme une faux dans un champ de blé. Puis, avec une discipline mécanique, les soldats britanniques ont rechargé et tiré à nouveau. Et encore. Et encore. En quelques minutes, les lignes françaises se sont effondrées. Les hommes qui étaient encore debout ont commencé à reculer. Le recul est devenu une retraite. La retraite est devenue une déroute. Des soldats couraient vers les murs de Québec, vers la rivière Saint-Charles, vers n'importe quel endroit qui offrait un semblant de protection. Montcalm, toujours à cheval, a essayé de rallier ses troupes. C'est à ce moment-là qu'il a été touché. Une balle, peut-être deux, l'ont atteint. La blessure était grave, au bas-ventre selon la plupart des récits. Il s'est maintenu en selle, soutenu par 2 soldats qui l'ont ramené vers les portes de la ville. Quand les habitants de Québec l'ont vu passer, blessé, le visage marqué par la douleur, certains ont crié d'effroi. On dit que Montcalm les aurait rassurés en disant que ce n'était rien, qu'il ne fallait pas s'inquiéter, mais il savait. Il devait savoir. Il est mort le lendemain matin, le 14 septembre, vers 5 heures du matin. Oh, on l'a enterré dans un trou creusé par une bombe dans le sol de la chapelle des Ursulines, à Québec. Un cratère de bombe pour dernière demeure. Il y a quelque chose de terriblement symbolique dans ce détail. James Wolfe, lui, n'a même pas survécu à la bataille. Il a été touché 3 fois pendant l'engagement. La 3e balle, qu'il a atteint à la poitrine, a été fatale. Selon le récit le plus célèbre, ces derniers mots auraient été prononcés quand on lui a annoncé que les Français fuyaient. Il aurait murmuré quelque chose comme « Maintenant, je peux mourir en paix », avant de perdre connaissance et de s'éteindre sur le terrain. L'authenticité exacte de ces paroles est débattue, comme c'est souvent le cas avec les derniers mots des grands personnages historiques. Mais le fait est là. Wolfe est mort à 32 ans, au moment de son plus grand triomphe. La bataille des plaines d'Abraham, dans sa phase active, n'a duré qu'environ 15 à 20 minutes. Certains historiens parlent même de moins de 15 minutes pour les échanges de tirs décisifs. 15 minutes pour décider du sort d'un continent. C'est vertigineux quand on y pense. Des années de préparation, des mois de siège, des milliers de vies sacrifiées, et tout s'est joué en un quart d'heure. Les pertes ont été significatives des 2 côtés. Les Français et les Canadiens ont perdu environ 650 hommes, tués et blessés. Les Britanniques, environ 600. Ont des chiffres qui peuvent sembler modestes comparés aux grandes batailles européennes de l'époque, mais qui, rapportés à la taille des forces engagées, représentent un pourcentage considérable. Mais les vrais chiffres de cette campagne ne se limitent pas aux morts sur le champ de bataille. Il faudrait y ajouter les victimes des bombardements de Québec, les fermiers et leurs familles chassés de leurs terres brûlées, les malades et les affamés qui ont péri pendant le siège et l'hiver qui a suivi. Ces victimes-là n'apparaissent pas dans les statistiques militaires, mais elles sont tout aussi réelles. Après la bataille, les événements se sont enchaînés avec une rapidité qui a dû sembler irréelle aux habitants de Québec. Vaudreuil, le gouverneur, a ordonné la retraite de l'armée vers Montréal. La garnison restante, commandée par le chevalier de Ramezay, s'est retrouvée seule dans une ville en ruine, sans vivres, sans espoir de secours. Le 18 septembre 1759, à 5 jours seulement après la bataille, Québec a capitulé. Mais l'histoire ne s'arrête pas là.
et c'est un aspect que beaucoup de gens ignorent. La chute de Québec n'a pas mis fin à la guerre en Nouvelle-France. Au printemps suivant, en avril 1760, le chevalier de Lévis, successeur de Montcalm, a rassemblé les forces françaises restantes et a marché sur Québec pour tenter de la reprendre. La bataille de Sainte-Foy, livrée le 28 avril 1760, à quelques centaines de mètres des plaines d'Abraham, a été une victoire française. Une victoire sanglante, durement gagnée, mais une victoire quand même. Les Britanniques ont été repoussés derrière les murs de Québec. Pendant quelques jours, tout a semblé possible. Si des renforts français arrivaient par le fleuve, Québec pourrait être reprise. La Nouvelle-France pourrait survivre. Les habitants, les soldats, les officiers, tout le monde scrutait le fleuve, attendant les voiles qui changeraient tout. Les voiles sont arrivées, mais elles portaient le drapeau britannique, pas le drapeau français. La Royal Navy avait devancé la marine française. Les renforts espérés ne viendraient jamais. Lévis a dû se replier sur Montréal. Et en septembre 1760, face à 3 armées britanniques qui convergèrent sur la ville, Vaudreuil a signé la capitulation de Montréal. La Nouvelle-France avait cessé d'exister. Le traité de Paris, que signé en 1763, a officialisé ce que les armes avaient décidé. La France cédait le Canada à la Grande-Bretagne. Elle conservait quelques îles à sucre dans les Antilles, considérées à l'époque comme bien plus précieuses que les immensités glacées du Nord. Et elle gardait les minuscules îles de Saint-Pierre et Miquelon, au large de Terre-Neuve, comme base pour ses pêcheurs. Un empire continental échangé contre quelques îlots et des plantations de canne à sucre. Oh, les priorités de l'époque étaient, il faut bien le dire, radicalement différentes des nôtres. Aujourd'hui, les plaines d'Abraham sont un parc urbain, l'un des plus beaux du Canada, disent les guides. Et c'est vrai, l'endroit est magnifique. La vue sur le fleuve Saint-Laurent est à couper le souffle. Les arbres, les pelouses, les sentiers, tout invite à la promenade et à la contemplation. Mais quand on marche sur cette herbe, quand on s'assoit sur un banc pour regarder le soleil se coucher sur le fleuve, on marche sur un lieu de mémoire d'une densité rare. Sous nos pieds, il y a eu du sang, il y a eu des cris, il y a eu des hommes qui sont tombés et qui ne se sont jamais relevés. Il y a eu 2 généraux qui sont morts le même jour, chacun croyant servir une cause juste. Il y a eu des familles brisées, des fermes brûlées, des vies entières balayées en quelques minutes. Et il y a eu, surtout, un basculement, un de ces moments où l'histoire tourne et ne revient plus en arrière. Avant le 13 septembre 1759, l'Amérique du Nord aurait pu devenir un continent bilingue, biculturel, où la France et l'Angleterre se seraient partagé l'espace. Après cette date, le destin du continent a pris une direction unique. Le Canada est devenu britannique, et paradoxalement, cette conquête a aussi contribué, de manière indirecte, à l'indépendance des États-Unis. Car en éliminant la menace française au nord, les Britanniques ont rendu leurs propres colonies américaines moins dépendantes de la protection métropolitaine. Et moins dépendantes, elles sont devenues plus audacieuses. Mais c'est une autre histoire. Ce qui reste, après tout ça, c'est une question. Une question que chaque visiteur des plaines d'Abraham devrait se poser en marchant sur cette herbe qui pousse si bien sur une terre nourrie par tant de sacrifices. Peut-on véritablement comprendre un lieu sans connaître ce qui s'y est passé? Peut-on se promener dans un parc sans penser aux hommes et aux femmes qui y ont souffert? Et surtout, que devons-nous faire de cette mémoire? La célébrer? La commémorer? La questionner? Les plaines d'Abraham ne furent ni un simple champ de bataille, ni un simple parc. Elles furent le point de bascule d'un monde entier. Et peut-être que la meilleure façon de leur rendre hommage, c'est simplement de ne pas oublier. De ne jamais oublier que sous la beauté tranquille de ce lieu se cache une histoire faite de courage, de souffrance, de décisions prises sous pression et de conséquences qui se font sentir encore aujourd'hui, plus de 260 ans plus tard. Les maisons survivent aux personnes, les lieux survivent aux batailles. Et peut-être est-ce pour cela qu'ils nous fascinent tant, parce qu'ils nous rappellent à quel point tout le reste est éphémère. Merci de nous avoir accompagnés. Reposez-vous bien. Mais avant de fermer les yeux, il reste un aspect de cette histoire qu'on aborde rarement.
un aspect qui concerne non pas les généraux, non pas les soldats, non pas les politiciens, mais les gens ordinaires, ceux dont les noms n'apparaissent dans aucun livre d'histoire, dont les visages n'ont jamais été peints sur aucune toile, dont les voix se sont éteintes sans que personne ne les enregistre. Ne pensez un instant aux habitants de Québec en 1759. Ces hommes et ces femmes vivaient dans une petite ville coloniale d'à peine 8000 âmes. Ils étaient le marchand, artisans, religieuses, aubergistes, boulangers, pêcheurs. Ils avaient des familles, des routines, des soucis quotidiens. Ils connaissaient le froid de l'hiver, la boue du printemps, la douceur brève de l'été. Ils allaient à la messe le dimanche. Ils faisaient leur marché. Ils vivaient. Et puis, la guerre est arrivée. Pas comme une idée abstraite, pas comme une rumeur lointaine, mais comme une réalité physique, brutale, inévitable. Des boulets de canon tombant sur leurs maisons, des incendies dévorant leurs rues, la fumée, le bruit, la poussière, la peur. Pendant des semaines, ils ont vécu sous les bombardements, réfugiés dans les caves, rationnant le peu de nourriture qui restait, ne sachant pas si le prochain jour serait le dernier. On estime que la ville de Québec a reçu plus de 40 000 boulets et bombes incendiaires pendant le siège de 1759. 40 000 sur une ville qui ne comptait que quelques centaines de bâtiments. Quand les Britanniques sont entrés dans Québec après la capitulation, ils ont trouvé une ville en ruine. La basse ville avait été presque entièrement détruite. La cathédrale Notre-Dame était endommagée. Des quartiers entiers n'étaient plus que des amas de pierres calcinées. Et ces gens, ces habitants de Québec, qu'est-il advenu d'eux? La plupart ont survécu au siège. Beaucoup avaient fui vers les campagnes environnantes avant les bombardements les plus intenses. Mais survivre au siège ne signifiait pas que leurs épreuves étaient terminées. L'hiver de 1759 à 1760 a été terrible. Les réserves de nourriture étaient épuisées. Les fermes alentours avaient été brûlées. La garnison britannique, elle-même mal approvisionnée, souffrait du scorbut et du froid. Des centaines de soldats britanniques sont morts de maladie pendant cet hiver-là, plus nombreux que ceux tombés au combat. Pour les Canadiens français, la conquête a signifié un changement radical de monde. Du jour au lendemain, ils se sont retrouvés sujets d'un roi qu'ils n'avaient pas choisi, gouverné par des officiers qui ne parlaient pas leur langue, qui est soumis à des lois qui n'étaient pas les leurs. Leur clergé, leurs seigneurs, leurs institutions, tout ce qui structurait leur vie quotidienne a été remis en question. Et pourtant, ils sont restés. C'est peut-être l'aspect le plus remarquable de toute cette histoire. Contrairement à ce qui s'est passé en Acadie quelques années plus tôt, où des milliers de Français ont été déportés lors du grand dérangement de 1755, chez les Canadiens de la vallée du Saint-Laurent n'ont pas été chassés. Ils sont restés sur leur terre. Ils ont conservé leur langue, leur religion, leurs coutumes. Ils se sont adaptés, lentement, douloureusement, mais ils se sont adaptés. L'Acte de Québec de 1774, adopté par le Parlement britannique, leur a garanti le droit de pratiquer la religion catholique et de conserver le droit civil français. C'était un compromis pragmatique de la part des Britanniques, qui est motivé en partie par la crainte que les Canadiens ne rejoignent la rébellion qui grondait dans les 13 colonies américaines. Mais quelle qu'ait été la motivation, le résultat est là. La culture française a survécu en Amérique du Nord. Elle est vivante aujourd'hui au Québec, dans les provinces atlantiques, en Ontario, dans les communautés francophones dispersées à travers le continent. Et c'est là que l'histoire des plaines d'Abraham prend une dimension qui dépasse largement le cadre militaire. Cette bataille n'a pas seulement décidé de l'appartenance politique d'un territoire, elle a créé les conditions d'une coexistence complexe, parfois tendue, parfois harmonieuse, entre deux peuples, deux langues, deux visions du monde sur un même sol. Une coexistence qui dure depuis plus de 260 ans et qui définit encore aujourd'hui ce qu'est le Canada. Mais il y a un autre peuple dans cette histoire, un peuple qu'on oublie trop souvent. Les nations autochtones qui habitaient cette terre bien avant que les Français ou les Anglais n'y posent de pied. Pour elles, la bataille des plaines d'Abraham n'était pas un conflit entre deux empires européens. C'était un événement qui allait transformer radicalement leur existence. Les alliances que les nations autochtones avaient tissées avec les Français
reposait sur un certain équilibre. Chez les Français étaient peu nombreux. Ils avaient besoin de leurs alliés autochtones pour le commerce, pour la guerre, pour la survie même de leur colonie. Cette dépendance mutuelle créait un espace de négociation, une forme de respect, même si elle n'était pas exempte de tensions et d'injustices. Avec la conquête britannique, cet équilibre a été rompu. Les Britanniques, portés par une population coloniale en pleine expansion, avaient moins besoin des alliances autochtones. Ils convoitèrent les terres, pas les fourrures. Et au fil des décennies qui ont suivi la conquête, les nations autochtones ont vu leur territoire rétrécir, leurs droits diminuer, leur mode de vie menacé. C'est un processus long, complexe, qui ne peut pas être réduit à une seule cause. Mais la bataille des plaines d'Abraham en est, d'une certaine manière, le point de départ. Quand on se tient aujourd'hui sur les plaines d'Abraham, il est possible de voir tout cela en même temps. Le parc, avec ses arbres et ses sentiers. Le fleuve, large et majestueux. La ville de Québec, reconstruite, restaurée, classée au patrimoine mondial. Les touristes qui prennent des photos. Les joggeurs qui passent sans s'arrêter. Et sous tout cela, les couches successives d'une histoire qui n'a rien de simple. Il y a la couche autochtone, celle qui était là depuis des millénaires, à celle des nations qui vivaient le long du fleuve, bien avant que quiconque ne songe à construire une ville sur ce promontoire rocheux. Il y a la couche française, celle de Champlain, des coureurs des bois, des religieuses hospitalières, des familles de colons qui ont défriché cette terre dans le froid et la difficulté. Il y a la couche militaire, celle du sang versé sur cette herbe, celle de Montcalm et de Wolfe, celle des soldats anonymes qui sont tombés en tenant leurs mousquets. Et il y a la couche contemporaine, celle des commémorations, des débats, des questions qui restent sans réponse définitive. Car les plaines d'Abraham continuent de susciter des émotions vives, même aujourd'hui. En 2009, pour le 250e anniversaire de la bataille, un projet de reconstitution historique a été annulé après avoir provoqué une controverse intense au Québec. Pour beaucoup de Québécois, rejouer cette bataille était perçu comme une célébration de la conquête et une insulte à la mémoire de ceux qui avaient perdu. Pour d'autres, c'était une occasion de se souvenir, de comprendre, d'apprendre. Le débat n'a jamais été vraiment résolu. Et peut-être qu'il ne peut pas l'être, parce que certaines blessures historiques ne guérissent pas complètement. Elles changent de forme, elles se transforment, mais elles restent présentes, quelque part sous la surface. C'est peut-être ce qui rend ce lieu si particulier. Les plaines d'Abraham ne sont pas un simple monument. Elles ne sont pas un musée qu'on visite et qu'on oublie. Elles sont un lieu vivant, un lieu où le passé et le présent coexistent de manière permanente, où chaque promeneur porte en lui, consciemment ou non, le poids de tout ce qui s'est passé ici. Et quand on prend le temps de s'arrêter, de regarder autour de soi, d'écouter le vent qui souffle sur le plateau, on peut presque entendre les échos. Pas les échos des canons ou des mousquets, non, les échos des voix. Les voix des soldats qui avaient peur. Les voix des habitants qui priaient dans leurs caves. Les voix des femmes qui attendaient des nouvelles de la bataille. Les voix des enfants qui ne comprenaient pas pourquoi leur monde s'effondrait. Ces voix ne demandent pas qu'on les venge. Elles ne demandent pas qu'on prenne parti. Elles demandent simplement qu'on les entende, qu'on se souvienne qu'elles ont existé, qu'on reconnaisse que derrière les grandes dates et les grands noms, il y avait des êtres humains, avec leurs peurs, leurs espoirs, leurs souffrances et leur courage. La Nouvelle-France n'a pas été un simple chapitre de l'histoire coloniale. Elle a été un monde entier, avec ses beautés et ses injustices, ses réussites et ses échecs, ses héros et ses victimes. Et ce monde a pris fin un matin de septembre sur un plateau battu par le vent, en 15 minutes qui ont duré une éternité. Les maisons survivent aux personnes, les lieux survivent aux batailles, et les histoires survivent à tout, à condition que quelqu'un prenne le temps de les raconter. Merci de nous avoir accompagnés. Reposez-vous bien.